Salut! Voilà, cette fois, ça va beaucoup mieux. Comment vas-tu? Ah bon, bien, toi? Bien, 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 bien. Très bien. Content de te revoir. Attends, je regarde qui entre là. Euh, voilà. Bernard qui était reparti, mais qui revient. Bernard qui était parti, mais qui revient et qui appuie sur toutes sortes de boutons. Hello Alex. Salut, on t'entend. Tout va bien pour l'instant. Oui, c'était difficile, ça a un peu merdouillé, mais ça va. Oui, j'ai vu que tu étais entré et ressorti. Ben, oui, on m'a éjecté automatiquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, tu es là, c'est le principal. Je ne sais pas qui on attend parce que j'ai envoyé des invitations sans les doubler via Zoom. Oui, On va se donner quelques minutes, cela dit. Une personne attend. Alors, bouge pas. Ça, c'est quelqu'un de nouveau. ah, le bistrot s'agrandit. Le bistrot s'agrandit. Francine, bonjour. Bonjour. Voilà. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? On s'entend très bien. On s'entend très bien. Excellent. Francine, c'est un vrai plaisir. Où es-tu là? À Los Angeles toujours? Je suis à Los Angeles. J'ai vu le message il y a à peu près 15 minutes, donc je me suis vite mise là comme ça spontanément. Bon, alors les autres arrivent petit à petit. On est quatre déjà. Je vais peut-être te présenter, puisque les autres, nous nous connaissons déjà. Mais Francine est vaudoise, enfin, elle est suisse en tout cas, vaudoise, je crois. Et je l'ai rencontrée nous nous sommes rencontrés il y a très très longtemps, il y a au moins 25 ans, 20 ans. Tu étais déjà né. Oui, elle était au berceau. Et elle préparait des costumes pour du cinéma et du théâtre à Los Angeles. Pour immédiat pour Hawaï. Hein? J'ai pas Non, compris. non, c'est rien. J'ai une vidéo qui est partie sans que je veuille. Qu'est-ce qui t'arrive là? Non, parce que j'ai mon ordinateur en même temps qui m'envoie les trucs. Là, je suis sur la tablette. Alors, oui, Francine, tu nous entends, il n'y a pas de problème. Bon, j'entends bien, c'est parfait, oui. Bon, Merci. alors tu viens de découvrir ça, ce rendez-vous que nous tenons maintenant depuis plus de 2 mois, 2 fois par semaine, sur des thèmes assez différents, mais c'est vrai que le voyage revient assez souvent parce que les chats ne font pas des chiens et vice-versa. Mais que voilà, et toi, Attends, alors je vais baisser un truc qui m'empêche de vous voir tous comme il faut. Trucs qui sont. Voilà, là je vous vois mieux. OK. Euh, oui, donc pour toi, Francine, que tu saches, euh, certains ici, par exemple, ont déjà participé à des cafés, à des bistrots entre nous. Avec le déconfinement que nous avons ici et les jours qui rallongent, on s'aperçoit que les participants se font un peu moins nombreux. La semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mardi, nous n'étions que 4, mais ça a été un moment passionnant que d'ailleurs, avec l'autorisation des participants, j'avais enregistré. J'en profite pour vous demander si vous êtes d'accord, vous aussi, pour que je le fasse. Il n'y a pas de secret dans ce qu'on fait. Et à la fin, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Et dans ce cas-là, rien. Si vous êtes d'accord ou pas, que j'en mette un extrait qui ne s'adressera qu'à nos propres membres, c'est-à-dire à une centaine de personnes et qui ne sera pas du grand public sur YouTube. Mais on passera pas sur YouTube parce que j'ai plusieurs demandes de gens qui me disent mais ça se passe comment? Alors voilà. Bon, Francine, parle-nous d'abord un tout petit peu, avant que les autres arrivent, ils vont arriver, s'ils arrivent. Parle-nous un petit peu de ton métier. Est-ce que tu fais toujours le métier que je t'ai connu dans les rapports avec les costumes, le cinéma, le théâtre?
Bien, bien. Alors là, je suis dans le spot. Moi, j'ai pensé à venir incognito, me cacher comme ça derrière, mais C'est raté. alors, ben oui, je suis toujours à Los Angeles et on est, je suis confinée depuis 12 semaines maintenant. C'est la 12e semaine et je travaille toujours dans le film business, bien sûr. Et euh, le business est fermé maintenant pour période indéterminée. Va y avoir beaucoup de changements, donc on est dans l'inconnu ici. Et dans l'inquiétude aussi, professionnellement et matériellement. Non, pour moi pas, puisqu'en fait, bon, je suis, disons, je dirais semi-retired, mais je m'excuse, mais des fois, je ne sais plus les mots en français, puisque j'habite ici depuis 25 ans. Mais en fait, bon, j'habite dans une communauté artistique et je travaille toujours sur des films. J'ai travaillé énormément l'année dernière et maintenant, ben, je développe mes projets personnels. Donc, pendant cette période, c'est mon Covid projet, comme j'appelle. J'étais en Suisse, en fait, juste avant. J'étais même à Genève. Et je suis retournée à Los Angeles le 12 mars, qui était le dernier jour où on pouvait retourner aux États-Unis, par chance. Et en fait, ben, là maintenant, j'ai écrit un script pendant ce confinement que je voulais faire depuis longtemps. Donc, j'ai eu l'occasion de me concentrer sur mon propre projet. Donc, il n'y a pas de plainte, quoi. Et c'est un script de télévision, de cinéma. C'est un film documentaire. Allez, allons jusqu'au bout. Sur quoi? Bah écoute, c'est toujours encore secret, quoi, comme je dirais, mais Allez, un indice, un indice. un indice, ben, c'est sur mon travail et c'est sur ma famille et sur mon héritage professionnel et artistique. Donc, en fait, l'idée, c'est 100 ans pour ma famille et aussi le futur des nouvelles générations. Et bien sûr aussi les femmes voyageuses parce que j'ai moi-même des neveux et des nièces qui sont aventuriers aussi. Donc, c'est un petit peu comment je dirais, on continue en fait, on continue l'aventure. Tu vois, parce que quand tu étais venu me trouver, bah, c'était vraiment le b.a.-ba puisque j'étais juste arrivée à Los Angeles et on s'est vu, je crois, plusieurs fois, peut-être une ou deux fois. Puis après, on s'était aussi retrouvés dans le cadre de Expo 02 dont j'avais fait les costumes. J'avais créé les costumes de l'exposition nationale avec François Rochet et Jean-Claude Marais. Donc là, ça m'a permis de retrouver la Suisse comme ça à mi-parcours. Et puis maintenant, je suis à Los Angeles de nouveau. Tu viens d'évoquer ta famille. Petite question, j'espère que je tombe. Ouais. Ta maman. Alors, ma maman est décédée il y a 2 ans. Et alors ma famille, mais je suis restée très liée avec ma maman. Du reste, bien sûr, pendant toute cette période, je retournais toujours en Suisse au moins 2 fois par année pour la voir. Et ma famille habite en Suisse, donc je rentre. Et puis en même temps, j'adore être en Suisse. J'ai beaucoup d'amis. Et étonnamment, avec le Covid, on s'est contacté beaucoup par Zoom, en fait. Donc, mon anniversaire, j'ai fait un anniversaire Zoom avec ma famille. On était 16 personnes dans différents coins. Et c'était super, quoi. Donc, je pense qu'on a eu une manière de vivre, de découvrir d'autres manières de partager, en fait. Voilà, ben on t'a entendu longuement parce qu'en réalité, nous autres ne te connaissons pas encore. Je ne sais pas, je vais te dire en deux mots qui est là. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, soit pour me dire qu'ils ne pouvaient pas aujourd'hui. Je pense à des voyageurs entêtés et fiefés, et peut-être qu'on redoublera le sujet une autre fois. Et puis d'autres qui m'ont dit qu'ils seraient là, et je ne les vois pas apparaître. Donc, on va voir. Donc, puisqu'on lit de haut en bas et de gauche à droite, tu ne connais pas Sylvia Fucaraccio, elle est en Argentine, dans une petite cité qui s'appelle Baradero et qui a été à l'origine construite par des Suisses. Il y a toujours une maison suisse à Baradero, même si
les Suisses sont devenus minoritaires et on s'est déjà vu 2 ou 3 fois là-bas. Et voilà, ça fait pas. On se retrouve de plus en plus entre amis, soit amis d'un certain passé, soit peut-être, je pense à Bernard Pichon, qui est là aussi, donc tu le vois en bas à gauche, peut-être des amitiés à faire renaître. Je m'aperçois, Bernard, qu'on s'est peut-être jusqu'à présent assez raté, parce que chacun partait de son côté et on était peut-être dans une certaine concurrence aussi. Puis bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, ce moment fait que un de ces jours, j'aimerais bien aller passer 2 ou 3 heures avec toi du côté de Territet, d'autant qu'il y a un ou deux bistrots que je connais, toi aussi. Et Moi pas. alors, je t'amènerai. Je bois que du jus de pomme. Hein, tu bois que du jus de pomme? Oui. Ouais. Oui. Tu bois pas de vin? J'ai jamais bu d'alcool. Alors, où vais-je pouvoir t'emmener? Directement au lac. Dans un verger. Voilà. Bon, si on va pouvoir attaquer, je vois. Ah, si, il y a des gens qui arrivent, excusez-moi. Je vois arriver. Ah, pop, fantastique. Fantastique. Mettre tout. Fantastique. Je suis très content de cet élargissement qui était prévenu. Georges, je ne sais pas comment tu fais pour te tenir devant ton ordinateur, mais on a vraiment l'impression qu'il est posé sur ton ventre et que tu, voilà, essaye de faire qu'on se voit un petit peu mieux. Voilà, ça c'est fantastique. Merci Georges. Et puis Najette. Alors, Najette est devenue aussi une habituée. On finit par se retrouver entre habitués. L'autre jour, Najette était l'un des 4, nous n'étions que 4, et ça a été absolument passionnant. On a parlé de nos parents ou de parents d'autrui, et on a découvert pour 2 au moins des personnes présentes, toi et Guillaume Chenevière, entre autres, qu'il se passait des choses tout à fait extraordinaires. Je ne t'entends pas, Najette. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Bon, moi aussi, c'est bon. Je suis un petit peu. Alors, je ne vois pas très bien qui est là. Ben, voilà. Ok, je vois Bernard. Voilà. Bonjour, monsieur. Mais coucou. Voilà. Je pense que tu connais tout le monde, sauf une petite nouvelle qui est en bas à gauche, qui s'appelle Francine Lecoultre. On ne va pas revenir sur la présentation, en tout cas pas aussi long. Ok, voilà. Donc, non, elle est suisse. Okay. Elle est suisse, elle dessine, elle habite Los Angeles, elle dessine des vêtements pour le cinéma et le théâtre, et elle prépare en ce moment, profitant du Covid, un script pour la télévision ou le cinéma. Et nous connaissons depuis 25 ans à peu près. On ne s'est pas vu souvent depuis, 1 ou 2 fois. Voilà. Alex, oui. Si tu permets, donne-moi 5 minutes. J'ai du monde chez moi. Je les mets à la porte et je vous rejoins. Ok. À tout de suite. C'est du live. Hein? Non, mais il y a des priorités dans la vie, c'est normal. Bon. Un jour, on assistera à un cambriolage en direct. C'est pas possible, c'est fort possible. Voilà, c'est mon frère et ma nièce qui sont là. Et donc, voilà. Donc. Bonjour. Bonjour. Bon, bye bye. Ok, c'est bon. Ils habitent à Hammamet aussi ou... Ils habitent à Hammamet et on avait un déjeuner de famille, donc ils se tirent maintenant. Ok, oui, merci. Ciao, ciao. Voilà. Alors, et puis ensuite, on va commencer à vraiment parler. Je vais faire entrer quelqu'un qui est devenu un véritable habitué, qui n'est pas un grand voyageur, mais qui est un auditeur attentif. Le voici, le voilà. Essaye de te cadrer mieux, mon cher Denis, parce qu'on ne te voit que les lunettes. Il arrive. Voilà. Bon. Désolé d'être si tard. Mais écoute, ce n'est pas un problème.
Moi, je baisse un tout petit peu l'abat-jour pour voir à peu près tout le monde. Donc, voyage. En ce qui te concerne, Francine, je ne savais pas que tu étais si sensible au voyage. Je ne savais pas que tu avais de la famille et des neveux globetrotters. Alors, avant qu'on parle de nous, parle-nous et de toi et d'eux en matière de voyage. Tu m'entends maintenant, Alex? Très bien, très bien, très bien. Je ne sais même plus si on se tutoie, mais disons maintenant on se tutoie, n'est-ce pas? Parce que… ça évite toute hiérarchie entre nous. C'est aussi Voilà, un des avantages. Alors, je voulais quand même dire que je connais quand même certaines personnes, Monsieur Pichon, bien sûr, parce que quand j'étais en Suisse, c'est quand même une personnalité célèbre de la télévision ou de la radio, je ne me souviens plus, mais les deux. Ah ben voilà, justement. Mais quand même, je reconnais bien votre sourire, donc rien n'a changé, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce que je voulais dire concernant les voyages, c'est que je suis maintenant à Los Angeles, où j'ai travaillé pendant longtemps, mais j'ai aussi travaillé beaucoup dans d'autres pays comme la Chine, l'Inde. J'ai fait 3 productions en Chine et où j'ai par exemple vécu chaque fois 4 mois au minimum, et aussi des allers-retours. Donc, sur quelques articles, en fait, j'avais dit que mon papa disait quand j'étais petite, Francine, elle est comme les bons fromages, on les exporte. Alors, non seulement je suis allée aux États-Unis, mais après, les États-Unis m'ont exporté en Chine. Donc, et j'ai du reste encore des projets maintenant un peu partout dans le monde. Donc, j'adore voyager, en fait. Et les générations suivantes ou ma famille, je m'aperçois que tout le monde a un petit peu le même moule ou le même virus, parce que j'ai une nièce maintenant qui a 18 ans et elle a déjà fait son collège, mais je crois qu'en Suisse, ça s'appelle le gymnase. Elle l'a fait en Australie et personne ne voulait qu'elle aille en Australie parce qu'elle avait que 16 ans à ce moment-là, et on lui a dit non, mais tu es trop jeune, tu ne peux pas. Et elle a obtenu une bourse elle-même, elle est partie en Australie et maintenant elle étudie à l'EPFL à Zurich, donc elle parle déjà l'anglais, l'allemand, le suisse-allemand. Elle a un boyfriend qu'elle a rencontré en Australie qui est cambodgien. Donc, je vois que ma nièce, en fait, elle est dans un cercle qui est déjà beaucoup plus international que moi, puisqu'en fait, je suis partie aux États-Unis. J'étais en fait institutrice en Suisse. Mes parents ne voulaient pas que je sois artiste. Et en fait, je suis partie à Los Angeles à 43 ans. J'ai laissé ma profession d'enseignante et puis voilà, donc je vois que les jeunes, ils n'attendent pas vraiment et puis ils n'écoutent pas vraiment quand on leur dit non et ils le font tout de suite. Alors, parmi les voyageuses, on va faire le tour autour de nous, mais ce qui est particulier te concernant, et pour le voyage, c'est sans doute à la fois un avantage et peut-être un inconvénient, c'est que là où tu y vas pour ton travail. L'avantage, c'est que ça oblige même à partager très vite avec des gens du lieu et donc à apprendre au plus vite. Mais en même temps, je pense que tu es un peu prisonnière. Tu ne peux pas dire à ceux avec qui tu travailles, désolé, mais lundi, je vais à l'autre bout de la Chine. Est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient pour toi, pour la connaissance du pays? C'est un inconvénient, mais c'est un avantage aussi, puisqu'en fait, quand je vais en Chine, je travaille avec des équipes chinoises. Et la première fois en 2007, personne, en fait, personne parlait l'anglais, donc j'avais un translator et personne n'avait de cell phone et tout ça, donc en fait c'était vraiment aller no man's land. Mais maintenant tout le monde parle anglais, tout le monde a Skype, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais pour répondre à ta question, quand je vais sur un travail, je ne voyage pas, mais en fait, je n'ai pas le temps de voyager du tout, et surtout c'est même pas dans mon, comment je dirais, dans mon envie de découvrir, parce que je découvre de toute manière, si tu veux, ces tournages en Chine, ils se font dans des endroits absolument extraordinaires, et puis on m'emmène ici et là, mais sans que je choisisse.
Par exemple, j'ai travaillé en Jamaïque, j'avais une villa pour moi-même au bord de la mer en Jamaïque, c'était extraordinaire, mais j'allais à Blue Lagoon et ici et là, mais c'était pas pour mon plaisir, c'était pour travailler, mais travailler c'est mon plaisir, donc au fait, comment est-ce que je peux expliquer, tu vois? Euh, il m'arrive parfois de rester une semaine, tu vois, une semaine encore, après mon job, et là, je peux voyager, mais en même temps, souvent, parce que quand je suis en Suisse aussi, il faut toujours que je reparte en 4e vitesse à Los Angeles pour une autre mission. Donc, est-ce que j'ai beaucoup de liberté? Oui, j'en ai énormément, mais non, je ne voyage pas comme les gens voyagent, tu vois, et tout le monde me le dit du reste souvent. Oh, mais c'est dommage, tu n'as pas vu ceci ou cela. Ben oui, alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, non, mais tu te revendiquais du voyage. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que parmi les bons voyageurs que j'ai connus, ou en tout cas les bons découvreurs, il y a eu que ce soit pour la diplomatie suisse ou française ou belge, les attachés culturels. En fait, ils y allaient pour leur boulot, mais en réalité, pour leur travail, ils étaient obligés de tout comprendre. Et malheureusement, ou heureusement, après 2 ans, on leur disait maintenant que vous avez tout compris, vous partez ailleurs. Je ne sais pas, Bernard, si tu as fait des rencontres comme ça. J'ai beaucoup pensé aux rencontres aujourd'hui parce que, sachant que tu allais parler de voyage, moi j'allais dire que c'est ce qui fait le sel de mes voyages, plutôt que les paysages, ou etc. Quand je fais le bilan, c'est les rencontres. Et si on a un petit peu de temps, je parlerai de quelque chose que j'ai en tête maintenant parce que je suis en train d'ajouter des podcasts à mon blog. Et donc, l'un des sujets, ça va être un voyage que j'ai fait il y a un peu plus de 20 ans à Ivaoa, en rencontrant toutes les dernières personnes qui ont fréquenté Brel avant sa mort. La plupart sont mortes maintenant de ces personnes, mais ça a été quelque chose d'incroyable parce qu'en 10 jours là-bas aux Marquises, j'ai eu un concentré de rencontres absolument incroyables qui allaient de la bonne sœur à l'ancien officier de marine en passant par les pilotes que Brel rencontrait. Et donc, il y a beaucoup à dire là-dessus parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a ouvert de nouvelles fenêtres sur cet artiste que j'ai beaucoup admiré, mais qui était poursuivi par de fausses idées à son sujet, notamment son anticléricalisme, son côté anarchiste, etc. Il y avait de ça, mais quand on voit ses amis, on a un éclairage complètement différent sur le personnage. Et voilà, c'est une chose qui m'a vraiment passionné, c'était Brel aux Marquises. C'était une série radiophonique pour la radio suisse et France Inter. Et tu as donc rencontré, entre autres, Guy Rosy. Ah, mais oui, tu connais le maire d'Atouona? Oui, oui, bien sûr. Il m'a logé à l'époque dans le seul petit. Il n'y avait même pas d'hôtel. Oui, le petit bungalow à côté de la mairie. Voilà, je vois. Bon, écoute, on en parlera. Mais effectivement, le voyage, pour la plupart d'entre nous, c'est une rencontre. Oui. Ce sont des rencontres affectives, parfois intellectuelles, mais plus, me semble-t-il, plus affectives qu'intellectuelles. Si je suis resté longtemps dans cette discussion, d'abord avec Francine, c'est d'abord parce qu'elle arrive chez nous, et aussi parce que le voyage dont elle parle est un voyage que nous connaissons, nous, assez peu, enfin, nous, ici présents. Najette, quand tu as voyagé, c'était pour aller à la recherche de bijoux, ou quand tu voyages, de bijoux, de tenues. Je suis à la recherche du mode de vie des ethnies minoritaires, en fait. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'aller voir les minorités dans chaque pays. Ce n'est pas les grands groupes ethniques qui constituent une région ou un pays. Moi, c'est le mode de vie, l'habillement et la parure de tous ces gens parce que, en fait, je me suis rendu compte assez vite que c'était des cartes d'identité. Leur parure et leur costume étaient des cartes d'identité. Et donc, j'ai voulu aller voir comment ils vivaient, comment ils les portaient, comment ils les fabriquaient, Et donc, j'ai passé, disons, j'ai passé une 50aine d'années de ma vie
à aller, pendant, disons, 10 ans, une fois, 2 fois par an, voyons. Et maintenant, je fais 4 grands voyages par an parce que l'horloge tourne et que j'ai envie encore de voir les dernières choses que je ne connais pas. Voilà. Et où vas-tu là prochainement quand ça se sera réouvert? Là, donc, je suis revenue juste avant le confinement du Vietnam, dans le nord Vietnam, aux confins de la Chine. J'étais dans les minorités Yao et dans les minorités Hmong, parce qu'il y avait le Nouvel An chinois, et c'est là où ils mettent leurs parures et leurs costumes. Donc, et voilà, donc maintenant, de ces coins-là, c'est l'île de Sumba que je vais aller voir. On a mal entendu le dernier. Prochain Sumba. Java, Sumba, c'est Java et c'est une sous-région qui s'appelle Sumba. Et c'est les ethnies qui font des magnifiques tissages. Alors, tu parlais de carte d'identité. Il y a les bijoux, il y a les vêtements. Il y a aussi une chose qui disparaît dans certains cas, surtout chez les minoritaires, c'est la langue. Est-ce que tu… Oui. Oui. Est-ce que eux, alors, malheureusement, je ne parle aucune de ces langues, mais disons que, en fait, on se rend compte que pour faire pression sur eux et pour les contrôler, par exemple le Vietnam, la Birmanie, la Chine, les ramènent tous de leurs montagnes pour les mettre en plaine, soi-disant pour les scolariser et pour les médicaliser, si tu veux, mais c'est surtout pour les contrôler. C'est ce qui s'est passé plus près de toi, dans le sud, non pas tunisien, mais algérien, du côté de Algérien, oui, tout à fait. Où en fait le pouvoir socialiste, je ne sais pas s'il était socialiste, mais a construit des quantités de HLM autour et a pratiquement obligé les gens à venir habiter là. Il n'empêche que dès qu'il pleut un peu, ils repartent avec leurs chameaux et on les revoit 4 mois plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette tentation-là de la part du pouvoir et sans doute de tous les pouvoirs. Ils leur ont gardé leur habitat. Les maisons surpilotes, ils ont gardé l'essentiel de leur mode de vie, en fait. Ils les ont juste rendus accessibles pour pouvoir aller les contrôler. Voilà. D'accord. Sylvia, voyageuse, je ne te savais pas voyageuse. Pour moi, la seule ligne de voyage, pour toi, c'est Fribourg-Baradero, ou Saint-Denis. Alors, les autres destinations et puis les autres impressions de voyageuse. Non, je suis une voyageuse avec tout mon cœur. Malheureusement, il y a parfois des limitations économiques qui ne me permettent pas de faire tout ce que j'aimerais. Mais pour moi, le voyage, c'est surtout, comme on disait, des rencontres humaines. Et je n'aime pas le voyage touristique organisé. J'aime bien me mélanger avec les gens où je vais et de partager dans tout ce qui est possible leur mode de vie, leur transport, leur nourriture, tout ça. J'aime bien me sentir une locale où j'ai l'occasion d'aller. C'est ça l'histoire. Sauf que parfois, dans des pays comme la Chine que tu évoquais, quand on y va la première fois, on a quand même… Attendez, je vois que quelqu'un rentre. Oui, je vais faire rentrer une seconde. En Chine, en tout cas, les premières fois, de toute façon, je ne parle toujours pas chinois, mais c'est vrai qu'on a quand même besoin de faire appel à des guides touristiques parce que sans eux, on met beaucoup trop de temps à comprendre. Et ensuite, on peut se passer d'eux parce qu'on a compris un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez les uns les autres. Oui. On a besoin de traducteurs, on a besoin de locaux qui les comprennent déjà pour nous donner les clés
pour ne pas faire d'impair, pour ne pas être, voilà. On est obligé de faire attention aux gestes qu'on fait. Il y a des endroits, par exemple, on ne peut pas toucher la tête d'un enfant si on ne le sait pas, on le fait nous. Il y a des gestes qu'on doit se faire, qu'on doit recevoir de quelqu'un qui connaît les codes pour ne pas faire d'impair. Tout à fait, oui. Alors, je m'adresse à l'Africain maintenant, au Saharien africain, mais bon, je ne t'attrape pas au Sahara, je t'attrape comme d'habitude quelque part à l'ouest de Nîmes, donc dans le Languedoc, au pied des montagnes du Massif central. Toi, le voyage, ça a été important pour toi et tu voudrais ou tu veux encore partir voyager? Ah ben, totalement. Le jour où je ne pourrai plus voyager, je pense que ça sera mes derniers instants. Moi, le voyage m'a pris, bon, tu le sais, hein, quand j'étais dans la plus tendre enfance, ça ne m'a jamais lâché. Et le métier que j'ai fait d'enseignant-chercheur, en fait, m'a amené à travailler pendant de nombreuses années en Mauritanie et au Burkina Faso. Alors, en tant que géomorphologue, si tu veux, j'ai toujours porté deux casquettes. J'étais géomorphologue, c'est-à-dire je travaillais sur l'inerte, mais j'étais également géographe, parce qu'un géomorphologue est géographe. Donc, moi, j'étais un géographe probablement un des derniers à travailler à l'ancienne mode, c'est-à-dire que moi, je partais avec mon sac à bandoulière pour mettre des échantillons, mon carnet et un crayon, un stylo. J'ai toujours travaillé comme ça, ce qui surprenait beaucoup mes collègues à Montpellier. Et ça m'a permis effectivement de comprendre les paysages, parce que c'était mon travail, la formation des paysages, mais aussi de me mêler à toutes ces populations extraordinaires. J'ai passé des milliers d'heures avec les Beïdan en Mauritanie, avec les Dozo au Burkina Faso. J'ai passé de longs moments autour des puits à parler avec les femmes. J'ai connu des moments fabuleux parce que j'ai eu la chance de faire un métier qui alliait le plaisir et le travail, en fait. Hein, parce que toute ma vie, ça a été ça, toute ma vie professionnelle. Essayer d'écrire des articles, souvent qui étaient plutôt emmerdants qu'autre chose, mais surtout essayer de comprendre les gens. D'ailleurs, quand je travaillais, moi, je ne travaillais pas du tout à la méthode de l'Orstom. Je ne sais pas si tu as connu des gens de l'Orstom, mais je trouvais que… J'ai connu ton papa à Dakar, oui. Oui, mais il n'était pas à l'Orstom, lui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, je trouvais que l'Orstom, ils travaillaient souvent de façon scandaleuse. Ils étaient en pays conquis, ils avaient leur cuisine, ils avaient leur boy, etc. Moi, j'étais tout petit à côté, mais je pense que j'ai connu des moments absolument extraordinaires. Au Burkina, comme disait notre amie, je n'ai pas encore les noms en tête, hein, j'ai pas tunisienne. Voilà, Najed. J'ai été très intéressé par ce qu'elle a dit, parce que quand j'étais au Burkina, quand on arrive dans une région, on ne va pas tout de suite se mettre au travail, etc., déballer ses affaires. Non, je prenais plusieurs journées à aller voir les chefs de village, à discuter avec eux, leur expliquer ce que je faisais. Et puis, j'apprenais également beaucoup d'eux. Pour moi, c'était pas une perte de temps, au contraire, c'était un enrichissement. Et j'ai toujours fait ça, savoir quels étaient les endroits sacrés, par exemple, où il ne fallait pas aller. Et j'ai de merveilleux souvenirs de cette ethnie que tu connais peut-être, Alex, qui s'appelle les Dozo. Les Dozo ils pratiquent la médecine, ce sont des chasseurs traditionnels. Bon, au Burkina, il n'y a plus rien à chasser, de toute façon, ils ont tout tué. Ils ont une histoire extraordinaire parce qu'au départ, à l'époque de Samori Touré, c'était des mercenaires, en fait. On les appelait pour rétablir l'ordre. Mais ça continue aujourd'hui encore. On fait toujours appel aux Dozo, mais qui sont pleins de bon sens, qui ne mettent pas les pieds n'importe où et qui sont de grands guérisseurs. Et j'ai passé de très, très longs moments. J'ai de très bons amis et je corresponds tout le temps avec eux. À longueur d'année, ils m'appellent ou je les appelle et je les aide dans la mesure du possible, etc.
Mais pour moi, le voyage, c'est ça. Pour moi, le voyage, ça a été un travail, mais aussi une découverte. Et ça restera une découverte. Je suis allé, on est allé avec ma femme à Cuba il y a 2 ans, où ça a été un enchantement également. Et voilà, et je me sens dans la période que l'on vit. J'en veux un peu au système, j'en veux même beaucoup au système, parce que moi, je me sens prisonnier maintenant. Et ne pas passer les frontières, c'est vraiment une douleur. C'est quelque chose que je ressens dans mon mental, mais dans ma chair aussi, quoi. Et j'espère que ça va, que les choses vont évoluer, parce que c'est terrible sinon. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup plus voyagé, c'est vrai. Je connais moins la France que je n'ai connu l'Afrique. Mais voilà, c'est l'Afrique, c'est toujours mon air pur, mon bain de jouvence. J'en ai besoin. Et là, je suis vraiment prisonnier, totalement prisonnier. Une question que je voudrais poser à tous, y compris à Denis qui nous a rejoints. Est-ce que pour chacun d'entre vous, le plus beau voyage, c'est celui que vous avez fait ou celui que vous n'avez pas encore fait? C'est une belle question. C'est-à-dire surtout à nos âges qui commencent à être un peu respectifs. Est-ce qu'on a tendance à retourner là où on est déjà allé, ou est-ce qu'il y a encore de la place dans nos têtes pour une petite part de risque, mais surtout l'obligation de comprendre vite, faculté que nous avions, mais que nous avons peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Alors, moi, je vais te parler de l'Inde. Oui. J'ai eu la très bonne ou la très mauvaise idée de commencer mon premier grand voyage en Inde. Et je te parle de ça, c'était dans les années 80, 81, 80, 81. Oh non, 71, 71. C'est en 71 que j'étais la première fois en Inde. Et je suis arrivée en Inde, à Delhi, de nuit. J'ai atterri dans le magnifique hôtel qui s'appelle l'Impérial. Je pense que c'est un des plus beaux à l'époque hôtels du monde. Par je ne sais quel hasard, j'ai atterri là. Et le lendemain matin, je me lève et je veux sortir découvrir l'Inde. Et je suis sur le pas de la porte et je ne peux plus sortir. Ouais, le monde, ce qui était mon cauchemar était devant moi sur le trottoir. Les gens, j'ai vu que ces gens-là, naissaient, mouraient sur le trottoir en face de ce luxe incroyable. Et j'en ai vomi. J'en ai vomi de bouleversement. Et pendant 3 jours, je cherchais un billet pour repartir. Je ne pouvais pas. Le directeur de l'hôtel est venu s'inquiéter parce que je ne voulais plus quitter ma chambre. Et cet homme merveilleux que je n'ai plus jamais revu m'a pendant 2 jours sorti de l'hôtel en voiture. Ne m'a pas mis en contact, mais m'a expliqué l'Inde depuis sa voiture. Et ça restera mon plus beau et plus jamais je recevrai cette claque de ma vie. Plus jamais. C'était mon voyage initiatique et d'une force qui, encore quand j'en parle, ça me bouleverse. Et maintenant, quand je vais, l'Inde a changé, l'Inde est devenue moderne, on ne voit plus les gens mourir sur les trottoirs. Oui, parce qu'ils meurent dans la deuxième rue, la rue parallèle. Oui, ils meurent derrière, ils meurent dans les petits bidonvilles, mais là, ils mouraient devant l'Impérial. J'ai vécu la même expérience à Calcutta, oui, exactement. Oui. Mais c'est mon plus beau voyage quand même.
terrible. Moi aussi, je vous rejoins tout à fait sur cette vision de l'Inde. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais conseiller à quelqu'un qui ne connaît pas l'Asie comme première découverte de l'Asie. Il faut y aller progressivement avec d'autres destinations. Le problème est qu'on a à la fois quelque chose et son contraire dans des extrêmes incroyables. Le comble de la richesse, le comble de la pauvreté, le comble de la laideur, le comble de la beauté, le comble de la violence, le comble du zen, etc. Et donc, à la fin de la journée, moi, je ne sais plus comment je m'appelle et où je suis. Oui. Si vous avez une seconde, je vous raconte juste une histoire. Il y a un très beau livre de Jean-Claude Carrière, Le Dictionnaire amoureux de l'Inde, qui est beaucoup mieux que moi et exprime ces choses incompréhensibles, y compris le panthéon religieux qui est incompréhensible. Mais très, très brièvement, la première fois que je suis allé à Bombay, j'ai pris un taxi de l'aéroport au centre-ville en longeant une longue route bordée de part et d'autre de bidonvilles. Première impression terrifiante. 10 ans après, je repasse au même endroit, le même itinéraire, et là où il y avait des bidonvilles, il y avait des grands blocs rectangulaires avec des meurtrières horizontales. Et j'ai dit au chauffeur de taxi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que c'était quelque chose pour l'électricité, quelque chose de technique. Et avec beaucoup de fierté, il me dit, mais non monsieur, il y avait ici des quartiers misérables et on a relogé les gens là-dedans. Et je dis, mais attendez, là-dedans, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a que des ouvertures comme ça. Et il me répond, pourquoi des fenêtres? Il n'y a rien à voir autour. Ça, pour moi, c'est l'Inde. C'est-à-dire qu'il y a des clapiers maintenant, et du moment qu'il y a l'air qui passe dedans, c'est tout ce qu'il faut. Non, mais c'est clair. L'Inde est le. J'ai jamais rien vu d'aussi beau en Inde et jamais vu aussi laid qu'en Inde. Donc, on peut pas dire le contraire, oui, c'est ça. Oui. On ne peut pas dire mieux. Ouais. C'est vraiment une autre planète, à mon avis. À propos de l'Inde, justement, deux choses. D'une part, sur l'envie de repartir, j'étais allé en particulier avec un curé devenu suisse au lac Kingal. Je vous ai perdu. Ça va revenir. Ça va revenir. Francis Olakingal, et il était curé à Isérable, et on avait décidé de retourner voir sa famille dans le Kerala, et une des paroissiennes avait voulu nous accompagner pour apporter de l'argent à une famille, etc. Elle était venue avec nous, on est arrivé à Bombay à la nuit tombée, on a fait en moins que toi, Najat, à peu près la même expérience, parce qu'en plus notre hôtel était dans un endroit moins luxueux. Elle est rentrée tremblante. Elle n'est jamais ressortie en Inde. Et le lendemain matin, elle a pris un taxi et elle est retournée à l'aéroport et elle est rentrée en Suisse. Et je pense que l'idée qu'elle se faisait du monde, de l'humanité, alors qu'elle était, elle, dans une position de chrétienne, comment dirais-je, offrande, je pense que c'était trop pour elle. Et elle est repartie. Je ne l'ai jamais revue depuis, mais c'était un moment un peu particulier. Denis, on t'a pas entendu. Ça passe ou ça casse. Hein? Non, je vous écoute, mais moi, je suis pas un très grand voyageur. En fait, j'ai deux destinations, Paris et l'Italie. Donc, Paris pour le côté culturel, et puis l'Italie, parce que avec ma femme et mes enfants, on adore l'Italie, et on découvre tous les ans de nouveaux endroits, et c'est un sujet inépuisable. Mais je peux pas dire que j'ai fait des grands voyages comme vous. J'ai pas quitté vraiment l'Europe, en fait. Sylvia, est-ce que je dois payer pour vous voir ou quoi? Tu ne vois pas, on te voit. Voilà, ça y est. Nous, on te voit. On te voit et on t'entend. Non, Voilà. moi, je vois plus personne, donc je Alors, vous regarde sur entends, ton mais je ne bouton. vois pas. Tu as Mais c'est pas peut-être- grave, je vous imagine. Non, mais Mais tu la as un petit censure, bouton. la censure. Oui, c'est il y a peut-être quelqu'un sûr. qui veut pas qu'on se parle. Regarde, tu dois avoir. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, mais tu C'est- nous manques. Ben écoute, si vous me voyez, c'est Je te vois. c'est à Oui. moi que vous manquez. Oui, on voit. Ouais. Alex, est-ce que je peux juste dire mon plus beau voyage? Oui, tu peux. Alors, je vais très vite en fait. Mon plus beau voyage, c'était aussi en Inde en 1984 et j'étais seule avec, c'était Birkenstock rucksack et j'étais aussi très choquée. Mais j'étais quand même hippie à cette période, donc j'ai vécu là-bas pendant 2 mois en fait. Et j'avais pas d'hôtel, juste des chambres comme ça à gauche, à droite. Mais
aussi, le moyen de locomotion, pour moi, c'est très important parce que mon père était un navigateur et il a navigué pendant 7 ans sur un voilier autour du monde et j'ai été le rencontrer dans ses voyages tout le temps. Et on a passé des moments incroyables avec ces populations en Afrique et dans tous les endroits. Et j'adore ces voyages, comme Sylvia l'a dit, où le moyen de locomotion, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on prend son temps. Donc, j'espère que j'aurai de nouveau encore un voyage où je prends mon temps. Ça, c'est mon rêve, en fait. Oui, c'est quand même un peu le contraire de ce que tu nous as exposé tout à l'heure, c'est-à-dire tes voyages qui sont non pas très rapides, mais tellement denses que tu ne peux pas imaginer de partir sans itinéraire, quoi. Non, mais en même temps, c'est aussi extraordinaire la densité, tu vois, parce qu'il y a des moments où tu n'as rien à faire, d'autres que tu partages avec ces gens qui vivent là-bas, tu vois. Donc, mon film, c'est en fait le futur des Next Generations. Et tout le monde, tu vois, pour moi, c'est très important, en fait, de savoir comment les prochaines générations vont vivre. Parce que maintenant, on est vraiment à un tournant, en fait. Voilà. Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Pardon, je n'ai pas compris quel est le tournant. Ben, un tournant, quand je parle du tournant, pour moi, c'est la révolution industrielle, par exemple, parce que j'ai déjà vécu plusieurs révolutions industrielles et je pense qu'on est dans une révolution où le monde ne peut plus continuer comme maintenant, il faut absolument changer. Il y a tellement de choses avec le climat, par exemple. Et bon, c'est un long sujet, mais mon film, c'est aussi sur mon histoire familiale. Mon grand-père est tombé dans une crevasse en 1950 et on l'a retrouvé 30 ans après. Et je dis ça parce que j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est un géologue ou quelque chose comme ça et je suis très intéressée de découvrir plus sur ce voyage de mon grand-père pendant 30 ans au glacier de la Bernina. On l'a retrouvé 31 ans. On avait prédit qu'on le retrouverait 30 ans plus tard et on l'a retrouvé 31 ans plus tard. Donc, pour moi, c'est assez extraordinaire, comme j'étais une alpiniste aussi, de comprendre cette nature, ces glaciers qui disparaissent. Il y a tous ces phénomènes maintenant qui demandent une solution, en fait. Alors, à propos de ton grand-père… Miracle, je vous vois. Voilà. À propos de ton grand-père, elle ne voit pas là une question scabreuse, mais il connaissait les glaciers, il savait que les glaciers descendaient. Est-ce que tu penses, et ça serait pour lui un avantage par rapport à nous autres qui allons finir soit en fumée, soit dans de la terre sans en sortir jamais, est-ce que tu penses que dans les minutes ou les longues minutes qui ont été ces dernières, il s'est dit avec un peu d'espoir qu'un jour, vous le reverriez? Il pensait plutôt à remonter. Il avait toujours dit, il était un alpiniste, il a été alpiniste toute sa vie, il a toujours dit qu'il espérait, tout le monde était inquiet parce qu'il allait en montagne toujours, il a dit « Laissez-moi, si je meurs en montagne, laissez-moi, ce sera le plus bel endroit où on peut mourir ». Il a toujours dit ça et en fait, son rêve s'est réalisé, comme vous voyez. Et on est tous devenus alpinistes aussi dans notre famille et voilà, alors c'est ça, c'est mon histoire avec le danger et le rêve. Bernard, vous l'avez laissé dans la montagne, j'espère. On n'a pas entendu ta question, Najette. J'ai dit, l'avez-vous laissé dans la montagne quand vous l'avez retrouvé? La police avait dit qu'on le retrouverait 30 ans après et on l'a retrouvé 31 ans après. Il a descendu, son corps est descendu dans le glacier de 8 km et 3000 mètres de dénivellation. Et pour moi, c'est un mystère que je veux aussi approfondir avec toutes ces données sur lesquelles jamais personne n'a vraiment pensé à ça, si vous voulez. C'est mon aventure du Covid. Ok. Mais vous n'avez pas répondu à la question, Najette demandait, est-ce que vous l'avez laissé dans la montagne? Bien sûr que non, puisqu'en fait, le corps est descendu, donc il était dehors. Il est apparu dans la moraine, quoi, j'imagine. Enfin, oui, voilà.
C'est comme Oli, ce personnage qu'on peut voir dans le Tyrol italien, lui, il a eu un séjour beaucoup plus long. On parle de Otzi. Oui, il est resté je ne sais pas combien de siècles. Oui, non, mais vous voyez, c'est une espèce de miracle pour moi que je trouve maintenant très beau, en fait, sur laquelle aussi j'étais très occupée dans ma vie. Je ne me suis jamais tellement pensé à ça, en fait. Mais quand tout d'un coup j'entends qu'on met des tarpes sur les glaciers pour qu'ils ne fondent pas, mais les glaciers ils fondent de toute manière en fait, et ça me, il y a vraiment des choses à faire là autour du climat et tout ça en fait. Bernard, tu nous avais dit que tu parlerais de rencontres. Alors, je ne te demanderai pas quel a été ton plus beau voyage, mais quelle a été la plus forte rencontre? J'en ai deux au choix. Il me faut 4 minutes. Les deux, tu peux y aller, va. Pour les résumer. Alors, je vous laisse choisir. C'est soit L'homme qui parle au loup au Canada, ou alors un Cajun qui a vécu une histoire d'amour, qui pourrait faire un film que j'ai rencontré sur les bords du Mississippi. L'homme qui parle au loup. Les deux. Les deux. Je vais essayer les deux. Je suis un grand bavard. Je commence par le Mississippi. Je faisais un reportage pour la radio, pour les carnets de route, sur les Cajuns. Et j'arrive dans une petite bourgade où j'étais désespéré parce que même si on prétend qu'ils parlent français, en réalité, il y a un tel accent, c'est pire qu'au Québec, on ne comprend rien du tout. Et je vais à l'épicerie et on me dit, je vais prendre presque l'accent québécois, mais c'est plus cool que ça. Vous devriez aller voir le vieux Richard au bord de son bayou. Bon, je me dis, le vieux Richard, pourquoi? Parce que lui, il a vécu en France. Je dis, ah, ça c'est super, je tiens mon client. Donc, je trouve le bayou, ce n'était pas simple du tout. J'arrive vers un type qui avait vraiment le physique canadien qu'on imagine, avec une chemise à carreaux, comme moi un peu aujourd'hui, etc. Et je lui dis, est-ce que vous êtes Richard? Il me dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Je lui explique que je travaille pour une radio francophone et qu'on m'a dit qu'il parlait bien le français, ce qui était approuvé parce que vraiment, il ne me semblait pas au premier abord qu'il parlait vraiment mieux que les autres. Il me fait rentrer dans sa cabane et donc je lui dis, écoutez, je vais enregistrer ce que vous me dites. J'aimerais juste savoir pourquoi vous êtes allé en France. Il me dit, ben mon gars, quand j'avais 20 ans, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et comme je fais partie d'une minorité, c'est pour vous, une minorité, j'étais la chair à canon, comme les Blacks. Donc j'étais enrôlé de force. Mais il dit, mais ma grande chance, c'est que je suis arrivé 3 jours après que le gros du job ait été fait en Normandie. Et comme j'avais aucune formation, rien du tout, on ne savait pas quoi faire de moi, on m'a placé dans la famille du sacristain du petit village. Et là, il fallait que j'attende simplement que l'organisation militaire, la logistique, me permette d'être rapatrié au Mississippi. Ça m'a laissé juste assez de temps pour tomber follement amoureux de la fille du sacristain chez qui j'étais logé, qui s'appelait Micheline. Nous avions le même âge. Et lorsque on m'a donné l'ordre de retourner, je suis allé vers le père de Micheline et je lui dis, écoutez, je vais vous avouer quelque chose, Micheline et moi. Et le père a dit, si vous croyez que je n'ai pas remarqué votre petit jeu, mais moi, je n'ai pas un centime pour payer le voyage de Micheline jusqu'en Amérique, et ce n'est pas l'armée américaine qui va le payer non plus. Alors Richard me dit, ben vous voyez, donc je suis rentré seul, et pendant longtemps je lui ai écrit, je suis sûr qu'elle recevait mes lettres, mais quelque chose dans les postes françaises n'ont pas dû marcher parce que moi je ne recevais pas de retour. Et je lui dis, mais c'est un petit peu triste, vous vous êtes jamais marié? Il me dit, ah non monsieur, non, c'était pas possible. Mais pourquoi pas? Parce que jamais j'aurais vécu une aussi belle histoire. Et c'était tellement frustrant que je lui dis, mais vous n'avez jamais eu le besoin ou la possibilité de retourner en France? Il me dit, écoutez, j'ai 85 ans, et justement, il y a 2 ou 3 ans, j'ai été invité pour une semaine pour une des cérémonies du 6 juin, comme on vient de la vivre, mais j'ai faussé compagnie à mon groupe, et je suis allé à la mairie du petit village pour dire, est-ce que quelqu'un connaît Muriel Dupuis? Pardon, Micheline Dupuis. Et il me dit, il n'y avait que des jeunes derrière leurs ordinateurs, ils ont dit, qui c'est que ce cinglé? Sauf une vieille dame qui a dit, mais vous voulez parler de la fille du sacristain? Et mon Richard dit, oui. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Il dit, ben, écoutez, oui, elle est à Lille. C'est où Lille? Ah ben, je n'ai pas tout près d'ici, c'est dans le nord de la France. Il dit, donc je n'ai pas le temps d'y aller. Non. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, elle s'est mariée, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Mais pourquoi vous voulez savoir tout ça? Dit la vieille dame. Richard lui dit, mais parce que je l'ai connue autrefois. Écoutez, si vous la revoyez une fois, dites-lui simplement que chaque matin et chaque soir,
la première et la dernière pensée de Richard. C'est voilà, c'est joli. Triste, mais c'est un peu comme ces films qui sont basés sur la frustration amoureuse. Il y en a un avec Emma Thompson, les vertiges du matin, je ne sais plus comment ça s'appelle, et où la différence de classe ne permet pas de concrétiser leur histoire d'amour. Je fais vite la deuxième histoire, à moins que… Non, c'est passionnant. Vas-y. Vas-y. Alors, celle-là se passe au Canada. Je suivais un rallye aérien, c'est l'équivalent dans l'air des rallyes de voitures. Donc, chaque jour, j'étais dans un autre petit avion avec des cinglés, des faucheurs de marguerite qui gagnaient des points en réussissant ou pas leurs atterrissages. Et un jour, je monte dans un hydravion avec l'un des concurrents. Un problème technique fait qu'on doit se poser d'urgence quelque part au milieu des lacs. Il avait de la peine à trouver l'endroit, qui s'appelait Amos. Et donc, on se pose à 10 h du matin dans ce bled vraiment inconnu de tout le monde, Amos, et il me dit « Oh là là, ça va être compliqué parce qu'il manque une pièce. Je pense qu'on en aura en tout cas pour 8 heures ici avant de pouvoir repartir. » Et moi qui suis un hyperactif, je dis « Je vais mourir. Dans cet endroit où il n'y a rien à foutre pendant 8 heures, je ne vais quand même pas regarder comment il change son moteur. » Et je suis allé aussi demander dans un petit commerce s'il y avait quelqu'un d'intéressant à Amos. Et on me dit bah, « Il y a Michel Pajot. » Et je dis « Mais il fait quoi Michel Pajot ?» Il me dit « C'est l'homme qui parle au loup. » Je dis ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, je traverse le village, je trouve tant bien que mal l'adresse de Michel Pajot. Et c'était un petit zoo où il n'y avait que des orphelins de la chasse dans des cages, des petits castors, des oursons, etc. Le type, aussi un gros Canadien comme ça qui arrive, il me dit « Qu'est-ce que tu cherches ?» Je lui explique que je suis journaliste. Là. Je dis « Mais pourquoi est-ce qu'on vous appelle l'homme qui parle au loup ?» Il me dit « Viens avec moi. » Et on marche jusqu'à une clairière. Et là, il dit « Sors ton machin ». Il voulait parler de mon micro. Je sors le micro et il fait « Ouh !» Il ne se passe rien pendant 10-15 secondes. Et au bout d'un moment, mais vraiment de nulle part, on entend « Ouh !» toute une meute de loups qui lui répond. J'étais fasciné. Je lui dis « Est-ce que je peux essayer ?» Il me dit « Vas-y ». Et moi, j'essaie de faire comme lui. Et là, aucun ne répondait du tout. Donc, c'était vraiment un truc. Il m'a expliqué qu'il avait été mauvais élève à l'école et que sa seule école, c'était la nature. Il a commencé sa vie en accompagnant des trappeurs pour leur montrer le chemin des animaux sauvages, jusqu'à ce qu'il vire sa cutie et qu'il devienne le plus ardent opposant à la chasse. Et donc, depuis des années, il allait recueillir chaque saison les orphelins de la chasse pour les garder dans ces petites cages. Et quand ils n'étaient pas trop imprégnés de l'homme, il prenait le risque de les relâcher dans la nature, même en leur lançant des pierres pour qu'ils aient une chance de survivre en apprenant que l'homme était dangereux. Et alors, je fais court, je lui demande juste quel est son animal préféré. Il me dit malheureusement, elle est morte il y a 2 mois. Et je dis c'était quoi? Il me dit une femelle orignale. Les orignaux, ce sont ces énormes cervidés. Ouais. Quand on est debout, on arrive à la hauteur du ventre. Hein. Et donc, elle s'appelait Aglaé. Et il me dit pendant 15 ans, on a eu un rendez-vous d'amour. Moi, je l'avais sauvée quand elle était bébé, aussi en bordure de forêt. Tous les jours à la même heure, on se rencontrait. Et moi, je sais lire dans les prunelles, dans l'œil des animaux, ce qu'ils veulent nous dire au moment où ils vont passer à trépas. Et donc, un jour, je vois mon Aglaé et qui vacille sur ses pattes. Je me dis, ça, c'est pas bon. Et dans ma tête, je calcule et je me dis, mais ça fait bien 15 ans qu'on se connaît. Donc, elle est arrivée au bout de l'âge moyen d'un orignal. Et il me dit, ce qui n'était pas bon, c'est qu'il y avait des oiseaux de proie qui tournaient déjà sur elle. Je me suis dit, je ne peux pas la laisser aux oiseaux de proie. Et avec beaucoup de pudeur, il me dit, je suis allé à la maison et j'ai pris ce qu'il fallait. J'ai compris que c'était un fusil. Et donc, il est retourné et la mort dans l'âme, il a achevé, on peut dire, cet animal avant qu'il souffre davantage. Et il me dit, je me suis penché sur sa pupille, voilà, c'est le mot que je cherchais, et j'ai lu qu'elle voulait me dire qu'il y avait une autre vie, on se retrouverait dans une autre vie. Et là, il fait un grand détour pour rentrer jusqu'à la maison parce qu'il ne voulait pas que sa femme voie qu'il avait pleuré. Sa femme l'attend sur le perron et lui dit, Michel, où tu étais? On te cherchait partout. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette hystérie? Il dit, on a une femelle orignale qui est en train de mettre bas à l'étable et ça se passe mal, on a besoin de toi pour aider la mise bas. Alors, le Michel Pajova, il aide à mettre le bébé et c'était une petite femelle. Alors, il se penche sur elle et lui dit, tu vois, Aglaé, on s'est déjà retrouvés. Joli, joli, joli. Belle histoire. Voilà, j'en ai quelques-unes comme ça qui sont dans mes perles et qui font que quand je pense à ce voyage, c'est finalement pas tellement les avions que j'ai gardés en mémoire, mais cette rencontre que le hasard et les circonstances ont mise sur ma route. C'est souvent comme ça. À la fin d'un voyage, je me dis, mais on est le dernier jour, je n'ai pas encore fait la rencontre. Et je dois avoir quelque part un ange gardien parce que parfois, à la dernière minute,
il y a 1 heure avec quelqu'un qui fera que ça fera le sel du dépaysement. Voyage, oui. C'est magnifique. Ouais. Très belle histoire. Très, très Merci. Ouais. Sylvia, je reviens à toi un instant parce que il y avait tout à l'heure à propos du sacristain et de l'homme des Bayous, il y avait le fait qu'à un moment précis, on se dit on ne va pas se revoir. Et je pense à ce qui s'est passé en rapport avec Baradero et en rapport avec, je dirais, la colonisation ou l'émigration plutôt d'un certain nombre de gens vers l'Argentine, dont passablement de Suisses, qui partaient soit du canton de Fribourg, Châtel-Saint-Denis, soit du Valais essentiellement. Et certains m'ont dit, mais parce que quand on est arrivé, il y avait quelques années à peine que des liens s'étaient à nouveau tissés, parce que les moyens de communication étaient plus faciles, entre la Suisse et des régions comme Baradero. Mais où j'ai appris des choses, c'est que certaines familles, après être arrivées là-bas, en tout cas les parents, quand il arrivait du courrier de Suisse, ce qui prenait du temps déjà, ils le mettaient, ils le brûlaient pour que les enfants ne le voient pas, pour qu'ils ne soient pas tentés de revenir. Parce que la vie est très dure, mais en même temps, c'est un choix qu'ils avaient fait et ils ne voulaient pas revenir sur ce choix, ne serait-ce que parce que eux, plus âgés, n'auraient pas pu faire le voyage du retour. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, cette histoire. Je pense que tu en as connu de pareil chez les Genoux et autres. Oui, bien sûr. Il y a des cas et des cas parce que, bon, plusieurs personnes sont rentrées vivre en Suisse. Et plusieurs sont rentrés rencontrer la famille, mais ils sont revenus en Argentine avec du succès. Tu parlais des Genoux, bon, c'est une famille qui a réussi. C'est une énorme famille. On dit ici que c'est comme la mauvaise herbe, mais je sais qu'à la région fribourgeoise aussi, c'est comme la mauvaise herbe, parce qu'il y en a des Genoux partout. Mais il y a beaucoup de cas qui ont coupé complètement le lien entre la Suisse et l'Argentine. Et il y a eu aussi un effort de devenir des Argentins assez rapidement. C'est pour ça que, par exemple, on avait presque perdu les langues. On ne parlait plus le français, l'allemand, l'italien, l'argot. Rien à voir. C'était complètement perdu à propos aussi que les enfants au collège, les enfants argentins se moquaient des enfants d'origine suisse qui ne parlaient pas bien l'espagnol à l'époque. Alors, bon, je pense qu'ils ont voulu devenir des Argentins très rapidement, s'intégrer à la vie argentine. Oui, il faut dire que leur voyage, ce n'était pas du tourisme et qu'ils quittaient des régions extrêmement pauvres à une période qui était extrêmement pauvre et dans des familles, Valais et Fribourg, qui étaient des familles catholiques, où donc on n'avait volontairement aucune maîtrise du nombre d'enfants et de toute évidence, les fermes n'étaient pas assez grandes pour permettre à tous les enfants d'en vivre. Donc, celui qui s'en sortait, c'était un qui prenait la ferme, un autre qui venait curer, le troisième éventuellement instituteur, et puis les autres devaient partir. Donc, c'est aussi ça qui a fait l'émigration. Donc, ce n'était pas un choix pour changer de vie, c'était un choix pour ne pas mourir. Voilà, exactement. C'était de la survivance, complètement. Et ici, même si il y a des cas où les circonstances ont été vraiment difficiles, et plusieurs qui sont venus travailler comme des ouvriers dans les grandes fermes ou les estancias. Des autres Suisses arrivaient les premiers qui avaient réussi, qui avaient de l'argent, qui avaient pu acheter des terrains très grands.
qui est proposé à leur à la campagne surtout. Ouais, c'était comme ça. Ça veut dire qu'il est cas, la plupart, je dirais, des réussites, mais un groupe qui est resté aussi assez. Sylvia, je t'arrête, la ligne est très mauvaise, là, on ne t'entend plus. On ne te Je voulais juste vous dire une chose. Voilà. Je vais vous parler de il y a 50 ans, j'étais en Suisse. C'est mon plus long voyage, puisqu'il a duré 40 ans. On entend bien. Vous m'entendez? Et mon retour en Tunisie, c'est un autre grand voyage aussi après 40 ans de Suisse. Et quand je suis arrivée en Suisse, j'ai mis beaucoup de temps à décoder. Moi, j'ai voté en Suisse, jamais comme le peuple suisse. Je me suis jamais sentie intégrée. Le jour du vote, je ne votais jamais comme les Suisses. J'étais très intégrée, sauf le jour où j'allais voter. Je ne votais jamais comme la majorité des gens, tu vois. Et en revenant ici, j'ai le même problème. C'est très troublant de se dire qu'en fait… Surnuméraire partout. Surnuméraire et singulière partout, en fait. Je ne suis jamais suisse 100% quand je suis en Suisse et je ne suis jamais tunisienne 100% quand je suis en Tunisie. Donc, j'ai décidé, j'étais une extraterrestre. Voilà, ça c'est de mes deux plus longs voyages quand même. Est-ce que je peux juste poser une question du côté de Buenos Aires et peut-être Alex, qui connaissait mieux que moi Buenos Aires? J'y suis allé une seule fois et on m'a fait voir quelques monuments, quelques curiosités, dont une statue offerte par la Confédération à Buenos Aires à l'occasion d'une exposition universelle. J'en ai vu d'autres offertes par d'autres pays bien placés en ville et celle-là a été reléguée au fond d'un parc pour que personne ne la voie, tellement elle est jugée kitsch et épouvantable. Oui, je connais cette histoire. Dis-nous, Sylvia. Tu la connais? Pour le centenaire de la Révolution de mai à 1910, beaucoup de pays ont offert des grands monuments à l'Argentine. Il y a un énorme monument offert par les Espagnols, très beau, bon, partout. Et cette histoire du cadeau de la Suisse a été mise au milieu d'une petite avenue qui est dans le bois de Palermo. Mais je pense que l'histoire, c'est parce que c'est un monument très osé pour l'époque, parce que ce sont deux femmes qui s'embrassent très amoureusement et se donnent un baiser à la bouche. Je pense que ça, c'est la raison pour qu'il est un peu caché. Mais on m'a dit qu'on l'a déplacé surtout. Hein. On parle beaucoup ces jours des statues déboulonnées. Celle-là a été déboulonnée. Heureusement, elle n'a pas été détruite, mais elle témoigne effectivement d'une relégation. Ah, tu vois, je ne connaissais pas l'histoire. Je suis très content de savoir que c'est à l'occasion de cet anniversaire. On commence à avoir tous des problèmes de liaison. Je ne sais pas, mais moi, j'ai une proposition à vous faire. Oui, c'est mauvais. J'ai une proposition à vous faire. On fait une rebelote. Est-ce que chacun puisse dire… Arrive au bout d'une heure. Oui. Ah, non, rien. J'ai pris un petit abonnement. Je n'ai plus de problème d'heure. Je fais ce que je veux. Mais en revanche, là, les liaisons sont pas bonnes, vraiment. Donc, c'est un peu dommage. Oui, je ne vous entends pas. Je vous entends pas. Nous, on t'entend. Oui, mais ça ne fait pas beaucoup. Donc, ma proposition, est-ce que c'est… On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Est-ce que c'est mardi prochain, même heure?
ou est-ce que c'est vendredi prochain, même heure, qu'on essaierait d'être à peu près les mêmes? Georges n'a pas beaucoup parlé, je sais qu'il a plein de choses à dire. Francine, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Donc, est-ce qu'on essaie, qu'est-ce que vous préférez, mardi ou vendredi? Je crois qu'elle ne nous entend même plus. Non. Écoutez, Comme vous voulez. je vous envoie un mail à tous. Mardi. Moi, mardi. Mardi. Parce que vendredi, je ne suis pas là. Mais vous pouvez. D'accord, ok. Ça joue pour moi les deux. Non, pour moi, c'est mieux vendredi. D'accord. Et Francine, si tu nous entends maintenant, parce que tu étais figée. Oui, on entend bien. Oui. Bon, puisqu'on là, on a vraiment. Moi, je préférais vendredi aussi. Est-ce qu'on essaie de se Ça retrouver joue pour mardi? Mardi. Mardi, même heure. Mardi 18h. Allez, je vous embrasse tous. C'était un beau moment. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye, merci. Bye. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.